reprend, deuxième édition, Brega Jenga. Le concept est très simple. On a un jeu de Jenga. Voilà, comme tu le connais, tu as dû jouer à ça quand tu étais gamin. On tire des briques. Voilà, à chaque couleur correspond des questions d'une certaine catégorie et je vais y revenir. Et là, ça rend le jeu intéressant. On va s'opposer l'un l'autre et l'idée, c'est de passer un bon moment. Les questions, elles sont très simples. On va parler des expériences entrepreneuriales. On va parler du business au quotidien. On va parler de l'aspect people dans les boîtes, c'est notamment dans les boîtes tech que toi et moi on connaît bien. L'argent, sinon voilà, il n'y a pas grand-chose sans les ressources. Et enfin, une petite question tabou pour le fun. Elles sont relativement gentilles, mais quand même, on va aller un peu au-delà du classique. Et l'idée, voilà, c'est de partager sans justement tabou ce qu'on a à partager avec tous les gens qui nous écoutent et l'écosystème tech dont on est très proche. Sur ce, je te laisse le micro pour te présenter et après, on démarre. Accrochez vos ceintures, fasten your seatbelts. Nous nous connaissons depuis maintenant 10 ans avec Ben et je te remercie de cette invitation. Avec plaisir. On va tâcher de bien s'amuser. Pascal Lorne, fondateur et CEO d'une demi-douzaine de boîtes et la dernière aventure qui est la plus longue, la plus excitante et celle qui me permet de réaliser ce qu'on appelle mon Ikigai, qui est vraiment à la conjonction de mes valeurs personnelles, de mes convictions familiales, amicales et professionnelles, qui est GoJob, qui est une place de marché digitale qui s'adresse essentiellement aux jeunes de banlieue et aux personnes défavorisées en France et aux États-Unis, qui est rentable au bout de 10 ans. C'est une scale-up maintenant, qui embauche 50 000 salariés à travers le monde, France et US, et qui est une boîte, une aventure humaine, mais très, très tech. Génial, merci Pascal. Et alors pour la petite histoire, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît puisque on était là sur les fonds baptismaux de GoJob, donc c'est un plaisir de t'avoir avec moi. On a partagé beaucoup de moments drôles et moins drôles, hein, ça c'est la vie des startup tech. Donc j'espère qu'on pourra en parler et en partager une petite tranche aujourd'hui. Écoute, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse démarrer. Vas-y, tire la brique et puis on est parti. Alors, Jenga, il faut commencer. C'est quoi la tactique là? Tu fais comme tu veux. On va pas commencer par le bas. Tu fais comme tu le sens, tu joues, tu veux. C'est quand ça casse la figure. Je crois que les 3 derniers, t'as pas le droit. Je crois que la règle, c'est quand même que les 3 derniers, t'as pas le droit, donc tu commences à partir de voilà. Exactement. Ah merde, je commence par un tabou. J'ai même pas regardé les couleurs. Tu peux, t'en avoir. Allez, mais c'est bien, ça va détendre l'atmosphère. Allez, tabou. Je t'en prie. In French or in English? In French. En français. Tu penses que tu serais plus heureux si tu n'avais jamais créé cette boîte? Ah bah, ça tombe bien, parce que c'est justement la question qu'on était en train d'adresser. Je disais que j'avais trouvé mon Ikigai. Est-ce que je serais plus heureux? On ne sait pas ce qu'on a raté, c'est difficile de dire. Et je ne trouve pas que ce soit une question taboue, je trouve que c'est une question très intime, mais elle m'intéresse. Je ne sais pas si je peux être plus heureux qu'aujourd'hui. Dans un monde ambiant qui est un peu compliqué, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire tout va mal, etc. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à... J'écoutais hier une fille qui me disait tiens, je rends grâce à ce que je vis en ce moment parce que je suis heureuse. Et ben moi aussi, je suis heureux. En fait, je suis heureux dans ma famille, probablement parce que je suis heureux dans mon boulot et que je suis ancré avec des convictions personnelles qui rejoignent mes convictions professionnelles. Et quand on passe 8, 10, 12, 14, 16 heures par jour au boulot, il vaut mieux que ce soit aligné. Je peux en parler avec fierté. Je pense que je suis fier de ce que je fais par rapport à ma famille. Je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. Et c'est une source de bonheur, en fait, d'être capable de parler de ce qu'on fait avec des étoiles dans les yeux. J'aurais rêvé d'être un artiste, donc peut-être que si j'étais un artiste, je serais fier de jouer de la trompette. Je joue pas de la trompette. Peut-être que si j'avais eu d'autres vies, je rêvais d'être un chercheur. Et si j'avais inventé des trucs extraordinaires, je serais fier. J'ai choisi d'être chef d'entreprise et d'avoir une action positive envers le monde à travers le monde de l'entreprise qui permet d'avoir le pouvoir de faire les choses et de les faire bouger, et ça me rend heureux. Donc, ça va bien, là. Ouais. Et comment tu vois le truc par rapport à tes autres expériences? Là, tu dis là, maintenant, je suis vraiment heureux. Est-ce que tu l'as été autant à chacune de tes boîtes? Est-ce que tu l'as été plus ou moins? Est-ce qu'avec la maturité, tu rencontres une forme d'optimum et d'alignement des planètes? C'est quoi un peu ton chemin, tu vois? Super question. Donc, j'ai 52 ans, c'est ma 7e boîte. Et je pense que les 6 précédentes, j'ai couru après des chimères qui sont celles qu'elles sont. Et je regarde avec
une certaine compassion, l'homme que j'étais quand j'avais 30 ou 40 ans, en me disant que c'était mes phases de vie, mais je courais probablement après l'argent, après la renommée, après faire mieux que mon père, après faire mieux que mon copain de classe, j'en sais rien, mais je pense que les drivers étaient différents. Et quand on court après quelque chose qui est inaccessible, d'une part, par définition, il est inaccessible, donc on n'est jamais vraiment très heureux. Par ailleurs, le jour où on y accède, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est retomber. Et donc, je pense que je n'étais pas forcément épanoui. J'étais heureux parce que c'était toujours très excitant. Ouais, t'as le côté un peu thrill, t'as le côté un peu excitant. Oui, mais c'est pas le bonheur, c'est pas la définition du bonheur. Je pense que j'étais excité, je pense que j'étais à fond, j'étais enthousiaste. Le bonheur, c'est plus que ça. Le bonheur, c'est être capable d'avoir des étoiles dans les yeux et de se dire, ce que je fais, c'est moi, et ça me va bien. Et j'y vois pas une fin. GoJob, je l'ai pas créé pour se dire, waouh, allez, dans 5 ans, on fait un exit. Non, et puis je passe à autre chose. C'est une continuité et un chemin dont on sait qu'il sera sur le long terme. Et c'est un plaisir de savoir que c'est sur du long terme. Ouais, c'est ok. Écoute, je comprends. Effectivement, ça mature avec aussi la personne, l'expérience professionnelle et puis tous les gens avec qui on construit, quoi. Ouais, je sais qu'on l'a fait un peu à l'envers pour la première. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Donc du coup, on va quand même, tu vas faire 2 questions du coup, Pascal. On va le remettre dans l'ordre et je vais te faire une XP parce que forcément, t'as beaucoup d'expérience. Peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là non plus. Peut-être pas celle-là. Où est-ce que je vais aller là? Parce que j'aimerais quand même. Non, j'ai dit que j'ai pas le droit en haut. Putain, c'est compliqué maintenant. Allez, je vais jouer très risqué. On va prendre celle-là. Allez, donne-moi la rouge. Alors Pascal, là aussi je pense que ça va partager à pas mal de gens. Ton plus gros angle mort en tant que leader et comment tu le gères? Waouh, c'est une question taboue, c'est pas une question XP, ça. Mon plus gros angle mort. Ouais. Mon plus gros angle mort. Et ça, c'est pas le truc bidon. Je suis dans un entretien, donc j'essaie de faire de mes qualités mes défauts. Mais mon plus grand angle mort, je pense que c'est aussi la plus grande qualité que j'amène à la boîte, c'est probablement mon côté sans tabou et sans limite, qui, pour le meilleur et pour le pire, puisque dans une phase de création, il faut être capable d'aller chercher l'innovation et franchir les lignes jaunes pour innover. Et c'est ce qui permet d'aller chercher l'innovation, d'aller chercher plus loin que ce qui existe, et ce qui permet d'aller transcender les équipes avec un but ultime. C'est la définition de l'innovation, c'est d'aller faire des choses qui n'ont jamais été faites. Bien sûr. Là où ça peut être un angle mort, c'est que selon les degrés de maturité d'une société ou d'un projet, il y a des moments pour la création, l'accélération et des moments pour la consolidation et rassurer les investisseurs, les équipes, les clients. Et dans ces moments-là, je sais qu'il est souhaitable pour l'ensemble des parties que tu ralentisses un peu. Que je ralentisse, voire que je me mette en retrait pour laisser de l'oxygène aux autres, parce que je peux prendre trop d'oxygène. Alors ça peut étouffer mes équipes, mais ça peut également devenir dangereux, parce que la volonté de toujours faire plus, explorer plus, peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou ce qui va trop loin. Et comment tu gères ça du coup alors, tu vois, comment tu gères cet angle mort? C'est super dur. Parce que quand on a envie de créer, d'innover et tout, c'est dur de mettre pas le frein à main, mais de se contrôler finalement. Alors il y a le sport. Donc le sport de compétition, de haute montagne. Là, vous voyez mon teint bronzé. Je suis parti faire du sport extrême, de ski de rando à 3000 mètres d'altitude. On dort dehors, on bivouac. On se fait peur, on tombe dans des avalanches, on se réveille, on se dit je suis encore vivant. Donc ça aide. Ça tu dis pas trop à tes investisseurs quand même, tu vois sinon. J'ai dit je suis pas tombé dans des avalanches. Le sport, il y a également le yoga tous les matins que je pratique de 5h30 à 6h30 du matin. Et là pour le coup, c'est plus aller chercher de l'adrénaline, c'est au contraire ancrage. L'ancrage. Et réhabiter son corps et son esprit dans autre chose que aller toujours vers, c'est plus profiter de l'instant présent.
Ça, c'est plus entre 40 et 50 balles pour faire ça. Et, il y a les engagements associatifs. J'ai créé, fondé d'autres associations à côté, en parallèle. Pas dans le business, parce qu'il ne faut pas mélanger les genres, mais c'est des engagements qui sont assez similaires, dans lesquels on crée un projet, on voit du monde, et ça avance. Et ça permet d'aller canaliser l'énergie sur un autre truc pour laisser respirer. Ouais. Et puis, il y a être capable, c'est ce que j'essaye de travailler en ce moment, de se mettre en retrait et d'aller faire du bizdev ailleurs. Donc c'est vrai que je ne passe pas beaucoup de temps au bureau. Je n'ai pas de bureau, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Littéralement, moi, j'en ai pas. Et je dois passer 2 jours par mois au bureau. Le reste du temps, je vais défricher à l'étranger, ailleurs. Donc comme ça, je peux aller casser des briques sur des sujets qui, je pense, peuvent être une force pour la boîte, parce que du coup, comment est-ce que ça s'organise aussi? Je pense que c'est important. Ce que j'allais dire, parce que du coup, quand t'es pas là, tu vois, comment la boîte continue à fonctionner? Justement, qu'est-ce qui gère cet angle mort à l'intérieur, en fait, pour s'assurer que ça continue à tourner, qu'il n'y ait pas de défocus, ou en tout cas de perte de repères, quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé le fonctionnement ultime. Je n'ai que 3 direct reports. Ok. Donc, 3 piliers solides, qui ont le cuir très épais parce qu'ils ont l'habitude d'avoir quelqu'un qui fonce et qui prend des coups quand on reçoit, et donc ils sont capables d'amortir. Il y en a un qui s'occupe de toutes les opérations, c'est Ben, et il est en charge donc du bizdev, du commerce et de la délivrabilité et plein d'autres trucs. Il y en a un qui est à la finance et un qui est à la tech. Ils s'entendent super bien et ils sont capables de gérer la boîte quand je ne suis pas là. Ok. Je continue à animer le COMEX toutes les semaines. Mais là, par exemple, lundi, j'étais pas là, ça tourne. Et donc, la boîte, en réalité, GoJob, en réalité, fonctionne sans que je sois là. Ce qui me permet, moi, d'aller, aujourd'hui, au bout de 10 ans, ça a mis du temps, hein. J'avais 12 direct reports il y a 5 ans. Mais là, j'étais dans le dur et ça me plaisait, il y avait besoin. Mais là, maintenant que la société, que GoJob a besoin d'avoir un leader qui continue à aller chercher des nouvelles idées, des nouveaux business, donc qui libère du temps. Moi, ça me libère 70% de mon temps aujourd'hui. Il est non opérationnel et il est exclusivement tourné vers l'extérieur. Je pense que pour l'entreprise, c'est une bonne chose. Ça transforme un angle mort en un fabuleux moteur à aller chercher de l'innovation et des nouveaux deals. Et les 30 autres %, je suis présent en interne avec un rôle qui est de plus en plus coach, machine à café, comment ça se passe, comment vas-tu, comment je peux aider à mettre de l'huile dans les rouages. Et j'essaye de me désengager de plus en plus de l'opérationnel pour être présent comme un peu pas le sage, mais quelqu'un qui apporte autre chose, qui apporte de la sérénité et partage ses expériences avec les autres. C'est 10 ans de travail pour arriver à se dégager de l'opérationnel. Ouais. Je dis ça, je bosse encore 18 heures par jour, je fais encore mes mails, je réserve mes avions moi-même. Donc l'opérationnel, ça va, j'en fais encore beaucoup. J'ai pas d'assistant ou d'assistante. Mais je dirais... moi non plus, je sais pas. Donc, je dirais que depuis 1 an, je ne rédige plus moi-même les propals. Allez, vas-y, à toi. Enfin, du coup, à moi derrière, mais vas-y. Ah bah tiens, c'est un rouge, c'est un rouge XP. Tu peux, hein. Vas-y, sens-toi libre. Ouais, je me sens libre. Ah, vas-y. Du coup, je vais te faire un retabou. Alors, c'est moi qui te l'ai dit. Hein. Ah bah ouais, bien sûr. Je t'en prie. Je vais pas lire ce qu'il y a écrit, je vais t'en poser d'un computer. La dernière fois que tu as vraiment pensé à tout lâcher, c'était quand? Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Tout lâcher, c'est tout lâcher. Hein, c'est le business, tout, tu parles tout. Ta compagne, t'as tout lâché. Femme, enfant, business. Tu veux barrer, tu pars au Brésil, t'existes plus. Oh putain. En fait, ça m'arrive pas. Enfin, ça paraît con, mais dans ma philosophie de vie, le tout lâcher n'existe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Jamais ça m'est arrivé de me dire « Ah si, putain, j'en ai marre, justement, je lâche tout, je me barre. » Moi, dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ce que je construis, j'ai toujours été vachement... D'ailleurs, c'est des valeurs chez Brega, c'est toujours été vachement win or learn. C'est toujours... Dans des expériences, j'apprends, je gagne, et tant mieux, tu vois. On parlait de sport, moi j'ai fait beaucoup de rugby, beaucoup de choses. On lâche rien. On lâche rien, tu vois. À ce côté un peu, j'aime bien gagner. Et puis quand je gagne pas, c'est du moment que j'apprends, ça me
ça me met pas par terre et je me dis pas genre oh, putain, c'est tellement dur, c'est tellement horrible que je veux tout lâcher. J'ai toujours ce sentiment de me dire je maîtrise une partie de ma vie et en fait il y a des choses sur lesquelles je peux pas influer. Et donc ça sert à rien de s'énerver, enfin je peux pas influer donc tant pis. Et puis il y a celles sur lesquelles je peux avoir une influence et là j'essaie de me battre pour les changer. Donc c'est pas vraiment une de mes philosophies. Oui, mais avant de faire Briga, tu as eu d'autres expériences professionnelles et à un moment donné, ça t'est arrivé soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que... T'as été salarié ? Très peu, mais je l'ai été très peu. Ouais. Parce que quand tu passes de l'un à l'autre, à un moment donné, tu prends la décision, moi tu dis là je lâche, je pars sur autre chose quoi. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas tout lâcher. C'est pas tout lâcher, C'est pas tout lâcher, c'est un pan de ta vie où tu dis bon, ce truc-là ne va pas, justement, ça revient sur ma philosophie, est-ce que je peux y faire quelque chose ? Oui, bah alors je change, tu vois, je passe à autre chose. Mais oui, non, c'est clair, t'as pensé à le faire, mais t'as pas, et finalement tu l'as pas fait. Donc en fait, ça t'est pas arrivé, ça. Ça m'arrive pas, non, ça m'est jamais vraiment arrivé, non. Jamais. Tu sais, moi, je pense que tous les gens qui bossent avec moi te diront, je suis un grand optimiste, je suis toujours de l'avant. Moi, jamais je me dis, tout envoyer balader. Ça m'arrive pas. J'ai eu de la chance aussi, peut-être. Tu vois, peut-être que si j'avais été confronté à d'autres situations, j'aurais fait différemment. Mais enfin, tu vois, j'ai eu quand même des drames familiaux, j'ai eu pas mal de trucs pas très drôles. Et jamais je me suis dit, vas-y, je fous tout en l'air, je me barre. C'est une qualité rare, hein, quand même. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je pense que c'est rare, mais c'est chouette. Merci de l'avoir partagé. Non, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Alors là, c'est toi qui tires. Ouais, c'est moi qui tire. On va faire une pips, parce que les people, c'est quand même important dans ce qu'on fait. Et est-ce que... Ouais. Faut faire durer un peu le plaisir, parce que si je les prends toutes sur le côté au bout d'un moment... Ouais, c'est ce que c'est vivre. Allez hop, une pips. Ah, pas mal ça. Ça, tu veux nous partager un peu de... Je me mets en recul, là, je prends. Prépare-toi. Tu vas nous partager un peu de ton expérience de manager, là. Quel a été ton licenciement le plus difficile ? Spontanément, comme ça, j'en ai deux, mais je reviendrai. Non, je vais en prendre un qui remonte à il y a assez longtemps et je pense qu'il m'a laissé des traces. Ok. C'était il y a 25-30 ans. Ouais. Donc, on se resitue 99-2000. Ouais. Première boîte. Juste avant le Bubble Crash. Bubble Crash, ok. Bubble Crash, j'étais jeune, ambitieux. Mon schéma mental, c'est tu lèves des fonds, tu essaies d'avoir la meilleure valo, tu fais ce que tu peux pour tordre les VC et puis sortir le plus vite possible et faire un max de cash. Ce qui marche pas très bien. Je me suis aperçu après que c'était pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait. Il fallait mieux s'associer avec les gens et partir sur un projet qui tient la route, dans lequel tout le monde s'enrichit ensemble plutôt que d'essayer de tordre les gens. Mais ça a mis un petit peu de temps avant que je comprenne. Message subliminal à ceux qui pensent qu'on peut la faire à l'envers, à ses associés. Non, c'est pas On peut comme ça tromper une fois une personne. Et donc, 2000, Bubble Crash, dans l'engouement de la bulle qu'on a revécu il y a 4-5 ans. Il y a pas longtemps, ceux qui n'ont pas connu, c'était pareil, mais x10. Quoi. C'est-à-dire, on faisait encore plus fou. Hein, ouais, il y avait des pratiques qui étaient le Golden Package, donc pour aller débaucher des personnes qui étaient dans l'industrie. On leur donnait 10 000, 15 000 euros à leur arrivée pour les faire venir, et puis des stock options, etc. Et nous étions basés à Marseille. Et c'est une boîte de quoi, vas-y pour... C'était le concurrent de Google Maps avant Google Maps. D'accord. Okay. Google Maps, c'est sorti 6 mois après qu'on revende la boîte dans des conditions qui étaient tout juste acceptables, mais on s'en est pas trop mal sorti finalement. Et modèle économique exclusivement basé sur l'audience. L'audience, il y en avait parce que c'était le début de l'Internet, mais par contre, il n'y avait pas encore vraiment d'advertising et de modèle publicitaire en place parce qu'il n'y avait pas encore de régie publicitaire. Donc, nos seules sources de revenus étaient d'autres sociétés Internet qui elles-mêmes voulaient faire de la pub chez nous. Mais comme Bubble Crash, toutes ces sociétés clientes se sont retrouvées à court de financement sans casser la figure, nous avons perdu tous nos clients. On a perdu 80% de nos clients en 4 mois. Quelques mois, ouais. Ouais, en 4 mois. Et nous avions débauché des personnes qui venaient de l'industrie. C'était une époque où c'était le Far West, en fait. L'Internet, la découverte de l'Internet, c'était le Far West. Nous imaginions collectivement créer un nouveau monde
dans lequel on parlait stock option, valorisation complètement tarée. Et un peu utopiste, en fait, quelque part. c'était de l'utopie. Et nous arrivions à convaincre, nous avions 23 ou 24 ans, nous arrivions à convaincre des copains, des collègues qui étaient mariés, qui étaient établis, qui avaient des enfants. Et tu leur disais, vas-y, viens. De tout lâcher et de nous rejoindre, de quitter Paris, de dire à leur épouse ou époux de démissionner et de nous rejoindre, parce qu'on voyait Google, c'était pas Facebook à l'époque, mais c'était Yahoo, qui étaient tous milliardaires, et on leur disait, bah, écoutez, nous, on va Ça faire va être pareil, quoi. Ouais. Dans 6 mois, t'es milliardaire, quoi. Donc, une personne qui avait quitté un job bien rémunéré, qui avait proposé à son épouse de démissionner de la fonction publique et de venir avec leurs 2 enfants à Marseille pour nous rejoindre, avec un salaire un peu moindre mais qui restait convenable. Ouais. Bubble crash, on se sépare de 80% des effectifs, donc on passe de 200 à 40 personnes. Ouais. Cette personne fait partie du plan. Et là, en fait, l'utopie s'est cassée. Ouais, t'atterris, quoi. Là, c'est un retour au réel. Retour au réel. Et il n'a pas pu rentrer chez lui, parce qu'en fait, il fallait qu'il explique à sa femme qu'il s'était fait rouler dans la farine, je sais que c'est pas qui s'était berné d'une utopie et qui s'était complètement trompé. Elle avait probablement depuis 6 mois senti que ce truc c'était un peu loufoque. Ouais. Et donc il a pris sa planche de windsurf et il est parti en Afrique. Mais non. Depuis Marseille. Mais non. Il a traversé. Bah, il est parti pour traverser, quoi. Donc, au bout de 5 heures, sa femme s'est commencé à paniquer. Et il a été repéré par les secours à, je sais pas, 10 ou 15 km du large. Le besoin de fuir le truc, quoi. Le besoin de fuir une envie suicidaire. Waouh. Et moi, j'avais 24 ans, ce gars-là avait 30 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de tuer quelqu'un. Ouais, que tu jouais avec la vie des gens, quoi, en fait. Et j'ai eu un pas consciemment, mais je veux dire. De sa femme éplorée qui m'a dit, mais t'as tué mon mari. Alors, il est revenu sain et sauf, et j'ai compris à quel point l'utopie dans laquelle moi-même je m'étais bercé, et tout le verbatim, toute l'histoire que je racontais à convaincre les gens de baisse ton salaire de 30 ou 40%, mais tu verras les stocks, mais tu vas être milliardaire. Mais c'est des jeux en fait qui sont très très dangereux et qui ont des implications familiales en domino qui sont très dangereuses. Ça m'a marqué à vie, et désormais, je pense que celles et ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi depuis se sont aperçus que dans les discussions et négociations salariales, je ne joue jamais avec le salaire, je ne négocie jamais le salaire. Je demande toujours aux gens de quoi vous avez besoin pour vivre décemment, et je paye toujours au prix, parce que le délire de dire abandonne quelque chose et tu auras peut-être quelque chose, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais, bah écoute, merci de le partager, parce que c'est assez rare, et effectivement, c'est une histoire qui a dû te marquer, ouais. Je pense. J'étais jeune en plus, j'avais 25 ans, j'étais le plus jeune de la boîte. Je dirigeais la boîte, j'étais le plus jeune, donc j'étais pas fier de moi. Ah ouais, waouh. À toi. C'est à moi de tirer, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est à moi de tirer pour toi. Moi, je vais le faire. Non. Orange, c'est celui qui m'est venu. Biz. On n'a pas parlé de business. On n'a pas parlé de business encore, vas-y. Non. C'est quand un bon moment pour l'exit de ta boîte? Oh putain. Alors là, ça, poser ça à un VC, c'est ardo, ça, parce que. C'est dur, Il y a beaucoup de monde qui t'écoute. Ouais, j'ai la pression là. Bon, comme tu l'as dit très gentiment au début, moi j'étais des deux côtés, donc je connais un peu les deux sides. Cette question est terrible parce que. Non, mais vraiment, elle est terrible. Toi, le meilleur moment pour l'exit, quand est-ce que tu vends ou que tu sors de Briga, toi? Je pense que c'est un truc que les entrepreneurs, ils n'entendent pas, ils ont besoin d'entendre en fait. Ils ne savent pas comment ça marche dans la tête d'un VC. Alors, je pense vraiment que c'est une combinaison de plusieurs facteurs en fait. Et c'est pas du bullshit là. J'essaie vraiment de me dire, tu vois, un peu comme toi. Là aujourd'hui, j'ai une activité au quotidien dans laquelle je m'épanouis. Donc en fait, c'est un peu comme l'adage africain. C'est tu vois, un plus gros bateau pour faire quoi? En fait là, je vendrais pour faire quoi d'autre? Mais ça se vend un VC? Bien sûr, il y a des opérations qui se vendent. Enfin, tu vois, il y a des VC qui mergent. Alors, en général, c'est pas les meilleurs qui se font racheter, ou en tout cas, c'est quand ils sont un peu en difficulté. Mais bien sûr, c'est une industrie qui se consolide. Et de toute façon, il y a un effet, il y a un intérêt à la taille, tu vois, de facto, et notamment dans l'industrie plutôt, on va dire, financière au sens large. Notamment tout ce on va appeler les alternative assets, tu vois, tout ce qui est pas coté, pour faire simple. Bah, tu peux te dire, ok, moi, je suis un fonds de private equity ou je suis un fonds de dette.
c'est une classe d'actifs, le VC, à laquelle je touche pas. Et donc, en fait, soit, encore une fois, comme tous les business, soit je make, soit je partner, soit je buy, tu vois. Donc, build, partner or buy, c'est un peu la classique. Et donc, tu pourrais dire, pourquoi pas buy a VC? Et donc, c'est pas impossible. Et donc, peut-être que le sujet se posera un jour. Moi, j'ai pas, encore une fois, je me dis, je vendrais pour faire quoi? Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Je vois des gens passionnants au quotidien. J'ai une boîte que je développe aussi au sein de Brega. Donc, j'ai le double avantage. C'est que je participe au développement de 10 boîtes dont je suis board member. Et en plus, au développement de ma boîte que j'ai montée avec mes associés, avec tous les gens qui nous rejoignent. On est quand même 40 aujourd'hui. Plein de bureaux, plein de problématiques de développement. Après, plus prosaïquement, à quel moment il faut le vendre? Je pense qu'il faut commencer à vendre à vendre soi, parce qu'en fait, encore une fois, là aussi, c'est différent quand t'es un founder dans une boîte une startup dans laquelle t'as levé de l'argent. Ce capital, au moment, il faut le retourner, si possible avec du multiple. Ça veut pas forcément dire que tu veux toi vendre. T'as parlé de GoJob à long terme. Tu peux très bien te dire, je vais faire une sortie financière, qu'elle soit IPO ou private equity ou d'autres fonds d'ailleurs qui font du secondaire. Et en fait, je permets à certains gens qui m'ont fait confiance à un moment de sortir eux et moi de continuer l'aventure, ce que j'ai pas envie de moi de sortir. Moi, je pense que la bonne réponse pour soi, c'est quand on n'a plus l'étincelle, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut sortir. C'est quand t'as plus l'étincelle, et là, il faut se dire, bon, maintenant, il faut que je mette les choses en place pour sortir. Et sortir, ça veut dire financièrement, opérationnellement, you name it. Il y a plein de façons de sortir. Mais je pense que quand on n'a plus la fibre, ouais, c'est là qu'il faut partir. C'est un peu comme tout, quoi, dans la vie, finalement. Ouais. Quand ça vibre plus, il faut passer à autre chose. Merci. Ouais. Super clair. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Bises, elles sont pas mal, les bises, quand même. Ouais. Hop, faire une petite bise. Je le fais à l'aveugle. À la fin, je me lève, parce qu'au début, on fait les beaux, ça bouge pas. Oui. T'imagines, hein, mais c'est clair. Mais après, je me lève à la fin. Alors, là, ça va nous ramener pré-bulle Internet, ça. 3 chiffres et 3 mots pour décrire ton premier roadshow avec des investisseurs. Donc, premier roadshow avec des investisseurs, c'est... Avec GoJob ou avant, tu fais comme tu veux, celui que tu préfères, mais voilà. 98. Levé avec AXA Private Equity, donc 3 chiffres. Le premier, c'était 1998, c'est la date. Le deuxième, c'est... Nous levons 10 millions de francs. On parlait encore en francs à l'époque. Ça me semblait être des montants ahurissants. Ça fait 1,5 million d'euros. Et le troisième chiffre, 12 mois. Contrairement à ce que tout le monde imaginait, une levée, ça se fait le temps que ça t'a pris à 12 mois. Oui, c'est 12 ça. mois, le temps que ça a pris. Évidemment, dans les journaux, on ne lit que... ce que les journalistes aiment bien écrire, c'est les énormes montants faits en 3 semaines. En 3 semaines, ouais. 95% des levées de fonds prennent plutôt 12 mois et ont un zéro de moins que ce qu'on l'avait imaginé quand on part en roadshow. D'accord. Et 3 mots alors, du coup? 3 mots un peu marquants de ce premier roadshow? C'est long. Ouais. C'est un exercice de style. Et... ça fait grandir parce que ça pose les questions différemment et on se frotte. Moi, j'ai été absolument ahuri par la qualité et l'expertise, la qualité des échanges et l'expertise des VC que j'ai pu rencontrer lors de mes roadshows. On se frotte. On rencontre des personnes qui analysent 10 dossiers par jour et qui donc ont vu 3000 fois dans l'année des business cases similaires avec des approches différentes. Et donc, c'est une fabuleuse opportunité de réinventer son business model, de le confronter à ce qui est viable et pas viable. Et c'est de ce point de vue-là très instructif. Donc toi, tu trouves ça plutôt un exercice enrichissant finalement. C'est pas une tannée. Alors c'est long, mais tu en retires quelque chose, notamment de l'échange avec des gens assez aiguisés sur. Ah ouais, c'est hyper enrichissant. Ouais. C'est épuisant parce que le CEO est en frontline et il passe la moitié de son temps à faire du commerce et la moitié de son temps en roadshow. Et comme son temps
bah, il n'a que 24 C'est pas heures. extensible, Plutôt ouais, que de c'est faire 17 heures par jour de commerce, et il fait 17 heures par jour de commerce et 17 heures par jour de roadshow, donc ça fait des journées de 34 heures. Ouais. Mais si on abandonne le commerce pendant qu'on fait la levée de fonds, en fait, la boîte coule. Donc, en ce sens, c'est un exercice qui est de style qui est complexe. Et là, je tords un peu la question, mais ça, c'était ton premier roadshow. Oui. Et le dernier, il est fondamentalement différent quand on a fait comme toi 7 boîtes, multiples roadshows. Évidemment, on a l'expérience, mais J'en ai fait 13 des roadshows, Ouais. 12 ou 13. Le dernier, c'était avec GoJob. Ouais. Nous avons fait rentrer Amundi, qui est le plus gros gestionnaire de fonds européen, plus institutionnel. Et ça a été pas loin de 12 mois. ça a été long, donc. Tu te souviens? Ouais, je me souviens très bien. Ça a été un exercice de style super chaud. Ouais. Le timing était dur. Le timing était dur. Le pire. À, Le timing était à le pire. 15 jours près, je pense que c'était mort. Ouais. Donc, Pour la petite l'anecdote, tu peux en parler. Là, on est début 2022, c'est le pire timing. Là, on parlait de la bulle Internet. Là, c'est un peu la bulle des années 20-21 post-Covid. Là, tout s'écroule un peu, tout ça arrête. La guerre en Ukraine. On part en roadshow en septembre 2021. On prend un banquier qui est tout feu tout flamme et qui nous raconte une histoire qu'il avait envie d'entendre, qui était: les gars, vous êtes les plus beaux du monde, vous avez levé 100 millions d'euros et moi, je vais vous faire gagner. Donc, on réinvente une histoire à laquelle on ne croit pas, qui décide de convaincre des gens d'un truc auquel on n'est pas convaincu. Ouais. Donc, on enchaîne 50, 100 meetings avec ce banquier d'affaires. En mars, rien. Que des tôles. Ouais. Et là, il commence à plus avoir de cash en caisse. Donc, je me dis, bon, bah, je vais y aller en solo. J'abandonne le banquier et j'y vais avec ma bite et mon couteau en me disant, bah, je vais le faire solo. J'étais à New York en même temps de déployer GoJob aux États-Unis, en remote dans mon petit bureau, et je faisais le roadshow. Et j'ai repris un par un toutes les lignes de tous les VC que je connaissais depuis 25 ans. Et j'ai fait 172 meetings en 3 semaines. 172 meetings, j'ai encore le nombre en tête. Et sur les 172, il y en a 3 qui ont manifesté un intérêt et un qui a dit OK, et qu'on a closé le 25 juin, une semaine avant que la bulle s'effondre. Ouais. Ça se finisse, quoi. C'était déjà mal en manger début 2022, et puis ça a fini à ce moment-là, quoi. Ouais. OK. Et donc là, le côté Stakhanovic, ça a payé finalement. T'as pris les 172, tu t'es dit... Quand je dis que c'est un exercice de style, mon père me disait, il vendait des maisons individuelles, il était constructeur de maisons individuelles, et il me disait, écoute, c'est pas compliqué, il y a des grandes lois des nombres, c'est 7 coups de fil dans le vide pour un rendez-vous, 7 rendez-vous pour un rendez-vous suivant, et 7 rendez-vous suivants pour une vente. Pour closer, ouais. Et en réalité, mon constat est que dans le commerce, c'est à peu près ça, et pour les VC, c'est pareil. Donc, je fais 7 x 7 x 7 x 7. Ouais. Au final, si tu n'as pas rencontré 150 VC, c'est compliqué de closer ton vente. C'est compliqué de closer. Donc, les promesses des banquiers qui disent « je vais faire ça pour toi », ça n'existe pas. Au final, c'est la sueur du... Sauf exception. Hein. Tu as toujours des histoires du mec qui te raconte. Il y a toujours des J'avais 30 millions, en 15 jours ça s'est fait, j'avais 4 propales. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Je reste toujours... Et la plupart des boîtes à qui c'est arrivé, 5 ans après, elles n'existent plus. Ouais. Mais c'est un exercice de style, c'est un exercice de ténacité. Et c'est un exercice de vérité dans lequel il faut être capable de ne pas se la raconter et de ne pas se laisser embarquer dans des histoires auxquelles on ne croit pas. Parce que ça ne tient pas, en fait, quand on rencontre des gens dont c'est le métier de prendre des risques. C'est comme si vous allez voir un assureur, que vous avez avec une vieille bagnole complètement pourrave et vous lui dites regarde, vas-y, assure-moi pas, tout risque. C'est impossible. Bah non, le mec il dit ta voiture elle est pourrave là, donc désolé, mais ta prime d'assurance il va falloir la monter. Je crois pas à ton truc, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. C'est sûr que c'est un exercice qui est compliqué. Mais bon, tu l'as fait quand même plusieurs fois, donc tu dois pas t'en débrouiller si mal, quoi, finalement. Toujours aussi dur. Ouais. 13e levée de fonds, toujours aussi dur, parce qu'on a toujours les mêmes travers de vouloir se trouver plus beau que ce qu'on est, de pas suffisamment bien connaître son marché et la concurrence, de pas comprendre suffisamment bien les retours que nous font les VC quand ils nous disent oui, mais ça on peut, mais ça on peut pas, de ne pas être capable de l'entendre.
ça vaut de l'or, les retours des VC, en fait. Et il faut être capable de réadapter en cours de route rapidement quand on a 3, 4, 5 personnes qui disent non. Il faut avoir le courage de reprendre le téléphone et de dire, parce qu'ils généralement ils disent oui, on vous rappelle, puis une semaine après, ils vous envoient un mail, ouais, on a bien réfléchi, restons en contact évidemment. Mais en fait, non. Mais pas pour l'instant. C'est jamais non. Jamais non, c'est pas pour l'instant. Et il faut avoir le courage de reprendre le téléphone et dire, attends, mec, on a fait 1h30 d'interview ensemble, on a eu 2 meetings avec tes équipes, et j'ai besoin que tu m'expliques très honnêtement pourquoi. Pourquoi non, ouais. Et là, tu prends et tu dis, ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Peut-être que tu coupes une activité. Peut-être que tu baisses tes ambitions, peut-être que tu pivotes un petit peu. Il faut le faire assez rapidement, parce que quand on a 3-4 qui t'ont dit ça va pas, le message, il est clair, c'est ton truc, il n'est pas crédible. Ouais. Après, est-ce que tu construis pas, je dis souvent ça, tu construis pas une boîte pour les VC non plus, donc il y a forcément des choses à prendre un peu avec des pincettes quand même. Ah ouais, mais à un moment donné, quand tu vas acheter de l'argent, c'est que... Ouais, tu l'as besoin. Pour, forcément, ouais. C'est que tu en as besoin. Hein. Donc, il y a un moment où il faut faire un jeu de jambes et reality check, quoi. Sur GoJob, on a eu, c'est en ce sens que je suis heureux, c'est qu'on n'a pas dévié, tu te souviens du premier jour, début, ouais. On n'a pas dévié d'un mot notre mission, notre vision, notre business plan. On n'est pas allé aussi vite que ce qu'on imaginait. On pensait qu'on ferait 1 milliard de chiffre d'affaires au bout de 3 ans. On ne fait que 200 millions au bout de 10 ans. Mais on n'a pas dévié. C'est rarissime. C'est rarissime. C'est parce qu'on était vraiment très, très ancrés. On était convaincus de notre mission. Mais il y a des ajustements tactiques qui doivent être pris en compte parce que déjà, l'environnement bouge, micro, macro, les équipes ne sont pas forcément là où on les attendait, donc il faut adapter. Ok, bon. Merci Pascal, à toi. Et je fais une petite parenthèse, je me rends compte qu'on fait n'importe quoi depuis le début, parce que normalement, dans un vrai Jenga, il faut reposer les briques dessus. Donc ce que je te propose, on va pas faire ça maintenant, mais les prochaines, à partir de celle-là, maintenant, là, vas-y, tu poses, tu poses dessus. Tac. Voilà. Non, attends, allez, on va jouer correctement. Je vais mettre les miennes. On va finir en une demi-heure, là. Vas-y, donc orange. Orange à nouveau. Alors, quelle est la métrique qui t'obsède ? La métrique qui m'obsède, je suis pas obsédé. Non, s'il y en a une, moi, aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, qui m'obsède, c'est de m'assurer que mon équipe est engagée avec tous les founders qui rentrent dans ce qu'on sait faire. Ça, c'est ça qui m'obsède. Comment tu le mesures ? C'est difficile à mesurer parce que on a internally un truc qu'on appelle le coverage, donc on regarde les deals qui rentrent dans ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on les a vus ? Mais au-delà de les avoir vus, est-ce qu'on a pu jouer ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on a fait le choix ? Est-ce que le choix, il était chez nous ou est-ce qu'on s'est fait imposer le choix de faire ou de pas faire ? Et c'est ça qui m'obsède le plus parce que avec ça vient ta reconnaissance, avec ça vient ta capacité à faire des bons deals. Et puis après, c'est un cercle vertueux. Si tu fais des bons deals, c'est des choses qui marchent bien. Si ça marche bien, les investisseurs, les LP te font confiance. S'ils te font confiance, t'as des moyens. Si t'as des moyens, tu fais des bons deals. Et puis voilà, c'est comme ça que le truc marche. Mais ouais, c'est le truc qui m'obsède. Quand je vois, passer un investment in a company qu'on n'a pas vu, ça me frustre. Je me dis, ah putain, on aurait dû voir ça. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Nous, en tant que Brega, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que les founders tech européens se disent, et africains maintenant, depuis quelques temps, se disent, ouais, non, on a envie de bosser avec ces gens-là et on veut leur parler. Après, on est des grandes filles et des grands garçons, on prend nos décisions, on fait pas. Nous, on a toujours un angle un peu différent. Comme on est tous entrepreneurs, on a un ADN un peu différencié, j'ose espérer. Mais à la fin, on prend quand même des décisions où on dit non. Et en fait, le non, il est très difficile parce que tu vois les gens assez peu, tu dois te faire des convictions sur des marchés que tu connais pas forcément. Donc ça revient un peu à la probabilité. Comme je dis souvent pour rigoler, c'est un peu comme, je sais pas si tu joues au golf, mais c'est un peu comme placer un fer 2 sous les arbres à 200 mètres du trou. Tu vois, la probabilité, elle est pas nulle. Elle est juste très très faible. Donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup à jouer. Et parfois, c'est un peu ça. Et à la fois, dans ce métier, il faut prendre énormément de risques parce qu'il faut pouvoir viser la Lune. Mais tu sais aussi que 80% des boîtes vont pas toucher la Lune, elles vont arrêter beaucoup plus tôt. Donc moi, le truc qui m'obsède dans mon métier aujourd'hui, c'est celle-là. Ouais. C'est de me dire, je veux qu'on les ait vus, je veux qu'on ait pu engager avec ces founders. Et après, ce qui me ravit dans tout ça, au-delà de la stat, c'est du chiffre, c'est le feedback qualitatif. C'est quand j'ai des founders encore comme aujourd'hui qui me disent, c'est incroyable
de faire un comité d'investissement avec que des founders autour de la table, on trouve ça génial, ou c'est incroyable, vous n'allez pas investir chez moi, mais le feedback que vous m'avez donné, il m'a permis justement de faire bouger mon business. Bah, je me dis qu'on répond à une mission qui est celle d'essayer de transformer le monde grâce à l'innovation, sachant que le VC, c'est pas un modèle de financement qui va à toutes les boîtes. Donc, il y a des boîtes qui peuvent suivre un VC track et qui ont la capacité de grossir dans ce que demande le VC en termes de performance et de croissance. D'autres qui le sentent pas et pour autant, c'est des super boîtes, des super entrepreneurs. Et donc, tu as aussi envie, quand tu l'es toi-même, de contribuer d'une façon ou d'une autre. Donc, au moins contribuer par un peu de jus de cerveau quand on leur parle, c'est... Canon. Ouais, c'est pas mal. Merci. Bon, ça se complique là. Je vais faire ça. Alors en plus, quand on a posé le reste à l'arrache, Ah oui, j'ai mis un petit peu de... T'as mis un peu de piquant. Un peu de piquant, parce que... ce serait pas drôle, sinon ce serait Là, pas on drôle. est là toute la nuit, sinon, là. Vas-y. Alors, money. Ah, c'est toi qui poses la Là, question. c'est moi qui la pose. Une petite monnaie. Alors, est-ce que les investisseurs, Pascal, ce sont vraiment des grands méchants loups? C'est une excellente question. T'as l'expérience. J'ai l'expérience. Moi-même, je suis investisseur, donc. donc vas-y, fais-nous rêver. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'est qu'un investisseur. Je pense que pour répondre à cette question, il faut que chacun se projette dans quelque chose de simple. Je vais prendre une métaphore. Un ami proche vient vous voir et vous dit j'ai un super coup là, j'ai un appartement à louer, à acheter à Paris, Ok. dans le 15e. Est-ce que tu as 50 000 euros? Ok. On l'achète à deux, on fait moite-moite sur l'appart. Ok. Donc le mec, il apporte l'opportunité, toi t'apportes le cash. Ouais, Moite-moite. c'est ça, exactement. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vas te poser comme question? Tu vas aller jeter un coup d'œil à l'appart. Ouais. Tu vas regarder si le truc c'est une tôle ou pas, est-ce que ça va être facile de le louer ou pas. Tu vas reposer la question de si ce pote, c'est vraiment un pote, il est pas en train de te la faire à l'envers et qu'en fait il a des vieux trucs à refourguer qui sont pourris ou je sais pas quoi. Tu vas faire ce qu'on appelle une due diligence. Puis tu vas regarder, tu vas jeter un coup d'œil, est-ce que le concierge il est sympa, est-ce que le truc il est pas mité, Est-ce qu'il n'y a pas une EDF, boîte de nuit en dessous? voilà. Voilà. Bon, tu décides d'investir. 50 000 euros, c'est meaningful. c'est tout ton argent en fait. T'as 25 ans, non t'as 30 ans, parce qu'à 25 ans t'as pas 50 000 euros, mais à 30 ans t'as mis toutes tes économies, t'as eu un petit héritage, bon, voilà. Tu mets tes 50 000 euros et tu dis, écoute mec, ok, go, voilà. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se passer. Dans le cas de figure où le gars t'a vendu un appartement à moite-moite, Ouais. donc vous êtes associés, ça se passe bien, tous les 3-4 mois, il te dit, bah voilà, les locataires se passent bien, il se trouve que les locataires sont plutôt sympas. Voilà, le loyer tombe. Voilà, donc vous faites une bouffe tous les 6 mois, ça se passe bien, etc. Bah, c'est pas le grand méchant loup, c'est juste, le gars, ça se passe bien, il t'a promis il délivre ce qu'il t'avait promis, et vous êtes plutôt content, et vous savez que dans 10 ans, l'emprunt complémentaire pour acheter sera remboursé, puis vous allez pouvoir cash out et vous serez content, vous partagerez les 200 000 euros chacun. Ça se passe bien. Génial. Si ça commence à mal se passer, c'est-à-dire que t'as pas de news, t'as l'impression que ça se passe bien, Mais tu sais pas. mais tu sais pas trop en fait, il est fuyant, il est pas trop là. Au bout d'un an, t'as toujours pas de nouvelles, tu passes voir, tu sens qu'il y a des gens, que ça loue, tu vois que l'emprunt il est remboursé, mais tu dis, mais mec, attends, on est associé à 50-50, tu voudrais pas me donner un petit peu d'infos là? Ouais, mais bon, j'ai pas le temps. Il y a plein de prétextes, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, t'y comprends rien. Oui, mais en fait, il faut que je t'explique, j'ai fait un truc, là pendant 2 mois, il n'y a pas eu de locataire, mais par contre, j'ai trouvé un super truc, j'ai fait du Airbnb pendant 3 mois après pour compenser, donc je suis arrivé à rembourser. Tu vas lui dire, mais mec, en fait, il n'y a pas de problème, tu peux me le dire là. Pourquoi est-ce que tu as fait ça sans me le dire? Tu es arrivé à retomber sur tes pattes, mais il dit, ah, c'est pas cool, quoi. Puis après, il y a un cas de figure qui est un peu plus trash, c'est, voilà, tu t'aperçois que le truc, en fait, il est en zone de démolition, tu t'es fait arnaquer. Ouais. Ou finalement, il tape dans la caisse et puis ça génère un petit peu de bénéfices, mais pas ce que ça devrait. Pas ce que ça devrait, ou il en profite pour je sais pas quoi, derrière ton dos, en profiter pour rénover un autre appartement en dessous, et en fait, les bénéfices, ils servent à... Il repart en dessous dans sa poche. Ouais. Et là, t'es furax, quoi. Tu dis, mec, c'était pas le plan. Donc, l'investisseur, c'est un associé.
avec qui on part sur un deal. Et le deal, il faut qu'il soit fair, c'est-à-dire qu'il faut qu'il te le vende au bon prix. Ouais. Parce que si tu le vends trop cher, le mec, à un moment donné, il va se dire, mais ouais, ils m'ont fumé, il avait mis de la peinture juste avant. Mais en fait, Il faut que ça soit fair. Il faut que la personne, tu t'entendes bien avec elle. Il faut que tu crées une relation de confiance dans laquelle, quand tu as des problèmes, tu les préemptes. Là, je sens que le locataire actuel, il va nous lâcher dans 3 mois, là, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que 3 mois après, bah ouais, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé, là. Tu m'as pas dit, lever la bras avant, ouais. Ah. Donc, tout ça, c'est une relation très simple, très très simple, dès lors que l'investisseur et l'entrepreneur sont capables d'avoir des discussions très pragmatiques, très simples, de transparence, d'honnêteté, de prévoir les choses, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, dans le meilleur et dans le pire. Et dans ces cas-là, j'ai constaté que même dans les pires moments, la relation se passe finalement assez bien. Donc ton expérience, si je reprends, c'est t'en as eu beaucoup des investisseurs. Ouais. Finalement, les vrais gros méchants loups là-dedans, il y en a pas beaucoup. En fait, ça se passe mal. J'ai jamais rencontré de gros méchants loups. Quand toi-même, t'as sauf merde. Quand j'ai été con. Ouais, voilà. Mais j'ai été con. J'ai été con. J'étais jeune et con. J'ai essayé de vendre des tôles qui étaient plus belles que ce qu'elles n'étaient. Donc effectivement, quand le mec il s'aperçoit que tu l'as vendu 50 000 à un appart, mais qu'en fait il en vaut que 20 000 mité, et qu'il récupérera jamais sa mise, mais t'es furax, tu veux que je t'ai filé 50 000 balles, mec. Attends, dans le meilleur des cas, dans 10 ans, on va rembourser le truc. Et en fait, moi pendant ce temps-là, j'avais immobilisé mon truc et on va même pas arriver à le vendre 70 000 qu'on va se partager en deux. J'ai récupéré quoi, 35 000. Mais mec, mais t'es taré ou quoi? Mais là, ça se passe mal. Ouais. Évidemment qu'il est furax. Alors, un investisseur, il est policé, il y a une institution, et il n'est pas furax, il va pas te faire la gueule et pourrir ta femme, tes enfants et tous tes potes en envoyant des mails dans tous les sens. Mais forcément, il va mettre en place des trucs dans lesquels il va dire, bah écoute, tu sais quoi, tu m'as filé 50 000, moi je t'ai filé 50 000, je veux les récupérer avant toi, quoi, parce que là tu m'as promis un truc et en fait tu m'as menti. Ouais. Donc dans ces cas-là, évidemment, c'est le grand méchant loup, parce qu'en fait, son argent ne lui appartient pas, en plus. En plus, ouais. Il appartient à des LPs à qui il a dit, écoute, moi je suis un mec carré, je vais te sélectionner les dossiers et je vais m'assurer que je vais bien investir à ta place. Forcément, le mec, il est furax si à un moment donné, tu leur racontais des cracks. Donc, oui, j'entends fréquemment autour de moi les investisseurs, il faut les tordre, il faut leur prendre leur thune, mais ça, c'est des réactions de petits cons, c'est des réactions de, comme je l'étais moi-même, hein. Ouais, c'est des réactions de gens qui sont persuadés qu'en sortant de l'école, ils peuvent faire de l'argent rapide et qu'ils vont le faire sur le dos de leur associé. Mais c'est comme si tu veux te marier avec une nénette et que tu dis, tu sais quoi, je vais lui faire 3 gosses, et je suis en train de raconter n'importe quoi. Non, mais tu pars dans une association qui est tordue. Ça marche pas. La réalité, tu te fais rattraper par la réalité. Oui, à un moment, il y a le réel te rattrape, quoi. Mais évidemment. Ouais. Enfin, je sais pas comment est-ce que toi tu le vis côté investisseur, mais... Pareil, c'est ce que je dis, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'exercice de levée de fonds, il est difficile parce que tu sais que tu es en compétition avec d'autres opportunités, tu sais que l'investisseur, il en voit plein, donc tu veux shine, d'un côté, tu veux être beau sous tout rapport ou bien sous tout rapport, et à la fois... faut pas mettre trop de TVA, quoi. C'est qu'en fait, effectivement, si t'en mets trop, au bout d'un moment, tu vas démarrer une relation sur un mauvais pied, et ça te rattrape toujours un jour. Ah, mais les élastiques, ils pètent toujours. C'est ça, donc. Si tu tires trop, l'élastique, il te pète toujours la gueule, dans un sens comme dans l'autre. Donc, la question, c'est que les investisseurs sont des grands méchants loups? C'est la même question que, est-ce qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes? Il n'y a pas des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des bonnes et des mauvaises situations. Ouais. Donc, une relation entrepreneur-investisseur, si elle est partie sur de bonnes bases, avec des gens qui ont envie de se faire confiance sur le long terme, qui se racontent les choses, qui se la racontent pas, elle se passera bien. Et même dans les pires moments. Par contre, si dès le début, il y a un VC qui va essayer de trop tordre les fondateurs, ou un fondateur qui va essayer de trop tordre ou trop enjoliver le truc, ça tient pas. Ça tient pas. Au bout de quelques mois de cohabitation, tu vois bien qu'il y en a un qui a déconné. Et là, il faut réajuster. Et les réajustements, ils font toujours mal. Bien sûr. Non, c'est fair enough. Merci Pascal, je t'en prie. Ah tiens, un jaune. Tu peux faire un jaune, mais... Merde, je pensais pas que ça tomberait, là. Putain, j'étais parti pour au moins 2 heures, là. C'est le jeu, je sais que c'est fun. C'est frustrant. Attends, c'était une question pire. Fais-moi la jambe. Allez, je te la fais. Pour finir. Comment tu fais pour que ton équipe reste motivée, se sente valorisée? Alors, on termine bien. Oh là là, c'est très difficile. Et à la fois, c'est pas difficile. Ça va rejoindre un peu ce que tu as dit. C'est qu'en fait, il y a une question de... insuffler de la vision, enfin, partager avec les gens là où tu veux aller. Parce qu'en fait, pédaler dans une galère sans savoir où tu vas, c'est frustrant, finalement. Donc, tu vois, c'est montrer un peu le chemin en disant, bon, les gars, voilà, cap sur
cap sur le Grand Nord ou cap sur le Grand Sud. Donner de l'ownership, donc laisser les gens se dire que leur coup de rame, entre guillemets, si je continue la métaphore, il a du sens, tu vois, et que chaque coup de rame, il amène toute l'équipe à avancer. Et après, évidemment, essayer de partager ce qui est partageable et de se dire, en fait, encore une fois, on sait pas tout quand on est entrepreneur, mais on sait des choses et on essaie de faire grandir les gens, donc de leur partager un petit peu de notre expérience. Et in fine, je pense que pour continuer la métaphore de la galère, décider vite. Je pense que moi, les équipes, tu vois, évidemment, on peut tous assumer des erreurs, mais on peut pas assumer 6 mois de tergiversation, quoi. Ça, au bout d'un moment, il faut savoir couper, il faut savoir bouger. Et c'est dur, c'est jamais évident. Et ça, c'est un exercice sur lequel moi, je me questionne tout le temps parce que ça paraît facile comme ça, tu vois, sur le papier, mais c'est très dur de prendre des décisions. Je pense qu'il vaut mieux, finalement, surtout dans une start-up, surtout dans des petites boîtes, décider vite, quitte à faire des erreurs, mais du coup, à pouvoir ajuster plus vite et avoir cette agilité, plutôt que d'attendre pendant des mois et des mois et des mois, où en fait, là, tu démotives un peu les gens se disent, en fait, on n'avance pas, on n'atteint pas nos objectifs, donc tu crées de la frustration. Vaut mieux en créer une bonne fois pour toutes, en disant, voilà, ça, on arrête, on passe à autre chose, et recréer de l'énergie positive, plutôt que de traînasser sur les décisions, quoi. Donc moi, c'est ça, c'est vision, ownership, transmission et décision rapide. Énergie, quoi, rythme. Merci, je partage. Tac. Alors, la question du vainqueur. Bon, alors la question du vainqueur, parce qu'effectivement j'ai gagné. Bon, ça fait 2 fois d'affilée déjà, donc je tu gagnes. Ah bah oui, je commence à avoir le record. J'avais oublié qu'il fallait gagner à ce jeu. J'étais pris dans le feu de l'action là, et j'ai oublié que ça peut tomber ce machin. Et en plus, on a Pourtant, je suis triché. un winner, moi. Normalement, j'aime pas perdre, hein, donc. On a triché avant. Non, c'est ça qui est marrant, c'est que tous les gens qui viennent ici sont quand même assez winners dans l'âme, donc on a tous envie de gagner. Non, la question. Surtout quand c'est toi. Non, la question que j'aurais pour toi. Parce que toi, tu vois, ce qui est intéressant, je pense, pour pas mal de gens qui nous écoutent, c'est ça fait 30 ans que tu crées des boîtes dans différentes, tu vois, aventures. T'as fait les US, t'as fait l'Europe, t'as fait des boîtes qui ont marché, qui ont moins marché. Un que tu connais bien, je pense, c'est un peu le rêve américain. Parce que c'est ça, tu l'as fait à plusieurs reprises. Tu vas te frotter au marché US, et on le fait aujourd'hui encore avec GoJob. Alors, sans trahir de secret, c'est quoi ta cheat sheet, c'est quoi tes recommandations pour les entrepreneurs qui se disent, ouais, fondamentalement, ou même pas fondamentalement, ça, je commence à répondre à la question. Non, aux entrepreneurs qui se disent, je veux aller aux US. Ah, c'est un vaste débat. Ouais. Après avoir passé 6 ans dans la Silicon Valley, San Francisco, Los Angeles, puis 1 an à New York, j'ai monté 3 boîtes là-bas et côtoyé de nombreux entrepreneurs européens qui viennent sur place. Ouais. Donc tu as un bon échantillon. J'ai un bon échantillon et je vais partager des expériences plutôt que de donner des recommandations. Ouais, ok. Première chose, un Américain qui voit un Français débarquer à San Francisco, à New York ou ailleurs, a la même attitude qu'un Parisien qui voit débarquer un... Marseillais. J'exagère. Je vais prendre un pays complètement au hasard, en Amérique latine, par exemple, un Chilien ou un Argentin. No offense to Chili, mais un Chilien. Voilà, non mais c'est pour dire c'est loin. Ouais, voilà. c'est loin. Donc, t'as le Chilien qui débarque de Santiago, qui arrive à Paris, qui dit « Regarde, j'ai une tech géniale, etc. » Première question qu'il pose, c'est « Ok, t'es là combien de temps ?» Ouais. Donc, si la réponse, c'est « Ouais, je viens ici 1 fois tous les 2 mois, mais j'ai un truc qui est besoin de dire. » Je pense que le client, il se dit « Ouais, ok, très bien, tu sais quoi, quand tu seras installé à Paris, on en rediscutera. » Mais voilà. Donc, moi, ma première expérience, c'est que c'est même pas la peine d'imaginer faire du business aux États-Unis Sans être basé. Sans être basé là-bas. Ma deuxième expérience, la personne qui est basée là-bas doit nécessairement être le fondateur ou très proche du fondateur et de l'équipe dirigeante, parce que aller sur un nouveau marché, ça pourrait être les États-Unis, l'Asie ou autre, ça nécessite obligatoirement une adaptation, pas forcément du produit, Ouais.
mais une adaptation au canal de vente. Et pour découvrir le canal de distribution du pays concerné, en l'occurrence les États-Unis, il est nécessaire d'ajuster le discours commercial, l'offre, d'une manière générale le marketing, c'est-à-dire la positionnement de mon produit, le prix, le canal de distribution et ce qui est de promotion, tout ce qui est la promotion autour. Ouais. C'est pas possible d'avoir quelqu'un d'autre que le fondateur ou le CEO qui le fasse, puisque ça nécessite des choix stratégiques, probablement de fake it until you make it, un petit peu en adaptant. C'est comme créer une nouvelle boîte de zéro. Donc Presque, on doit être capable d'adapter le produit, le pricing, de dire oui, ça on sait faire, ça on fait déjà, alors qu'on sait que techniquement, encore, mais ça va arrivera arriver, rapidement. Ouais. Donc ce n'est pas possible de le faire autrement qu'avec le fondateur sur place. C'est ma deuxième conviction. La troisième conviction, c'est que les États-Unis sont un pays de communauté. Alors, c'est vrai qu'en France, communauté, communautariste, ça a une connotation qui est négative, religieuse ou autre. C'est un mot qui est extrêmement important, la communauté aux États-Unis. La communauté, c'est une des premières questions qu'on te pose, c'est dans quelle communauté tu es. Donc, on demande dans quel church tu es, dans quel quartier tu habites, dans quel établissement sont tes enfants. Et à partir de là, ils vont projeter qui tu es et à quelle communauté tu appartiens. Ouais. Et construire des liens autour de la communauté, s'insérer dans la communauté, c'est le seul et unique moyen pour arriver à rentrer dans le monde d'un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'il faut passer du temps à faire du social, à aller vendre des petits cakes à la sortie de l'école avec ses enfants, parce que c'est important là-bas, c'est très valorisé. Vous allez rencontrer les plus belles rencontres professionnelles que vous allez faire aux États-Unis, c'est probablement à l'école des enfants. À 16h à l'école des enfants, ou à tel pot tous les samedis soirs avec je sais pas quoi, c'est comme bien faire du vélo, ou à l'église pour ceux qui aiment bien aller à l'église, etc. Mais c'est absolument fondamental. La quatrième expérience que je retiens, c'est que la première année, on découvre qu'on ne sait rien. Okay. La deuxième année, on commence à être un tout petit peu considéré. Et la troisième année, on commence à signer des contrats. Donc, moins de 3 ans, moi, j'ai jamais su faire. Ça a toujours été minimum 3 ans sur toutes mes expériences pour arriver à commencer à signer des contrats aux US. Et la cinquième, c'est probablement la plus importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on comprend les Américains. Ouais. Je pense qu'il y a une différence culturelle, écoutez bien ce que je vous dis, je pense qu'il y a une différence culturelle plus grande entre un Chinois et un Français qu'entre un Français et un Américain. Ok. Je fais exprès, je pousse le trait, Ouais. mais on pense qu'on parle anglais, on pense qu'on est occidentaux, on pense qu'on roule dans les mêmes voitures, qu'on a à peu près la même religion qui peut être christianisme, islamisme ou autre, en tout cas pas du bouddhisme, un truc qu'on comprend rien. Mais en réalité, on n'a rien compris quand on débarque aux États-Unis. On n'a rien compris sur le modèle de pensée anglo-saxon. On n'a rien compris. Et c'est d'autant plus grave. Je veux dire, quand on va en Chine, c'est pour ça que je prends l'exemple de la Chine, quand on va en Asie, en Chine ou au Japon, on est sur ses gardes. Oui, on sait qu'on ne comprend pas. Donc, on sait qu'on ne comprend pas, donc on prend des interprètes, on y va avec précaution. Quand on va aux États-Unis, on pense qu'on parle anglais, et quand quelqu'un nous dit « oui, ok », on se dit « bah ouais, c'est oui, ok ». Mais en fait, on ne sait pas décrypter que c'est « non, ton truc, ça ne m'intéresse pas du tout ». Quoi. et ça prend 3 ans, c'est pour ça que je parlais de ces 3 années, mais je pense que ça prend à peu près 3 ans pour arriver, à travers les interactions sociales dans la communauté, à travers la compréhension de ce que c'est que le mode de vie global aux États-Unis, le mode de vie communautaire, le mode de vie d'entraide. L'entraide, c'est un mot qui est très très fort aux États-Unis. Le mode de vie de la relation commerciale beaucoup plus directe en apparence, beaucoup plus transactionnelle, beaucoup plus rapide, mais qui nécessite derrière des réflexes. Moi, j'ai mis du temps avant d'arriver à comprendre qu'aux États-Unis, si tu ne réponds pas à un mail dans les 5 minutes, t'attends le lendemain, en fait, le truc, il est mort. Ouais, c'est bon. Le message que t'envoies, c'est je suis pas intéressé, c'est fini, quoi. Donc, là, c'est qu'un exemple, mais je peux en prendre des multiples exemples comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut prendre conscience que les États-Unis sont un pays qui, culturellement, est très éloigné de nous, en réalité. Ouais, ça va faire voilà mes 5 retours d'expérience. Génial, merci Pascal. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Effectivement, c'est beaucoup plus différent qu'on veut bien le Ouais, bien différent. Ouais.
beaucoup plus différent qu'on veut bien le croire. Merci beaucoup. Avec On grand passe plaisir, ensemble mon cher Ben. La prochaine fois avec encore plus de temps si on le peut. And I will win. Merci. C'est cool.